Bonjour à tous et merci d'être là. Alors moi je suis Thierry, on voit ma photo en haut aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui vient plutôt du monde cartésien à l'origine. Je suis un ancien directeur de structure, donc j'ai géré des centres de profit pendant une quinzaine d'années, de plus ou moins grande taille. Je dis ça juste pour une chose, c'est pour juste dire que je suis quelqu'un de plutôt cartésien. Et mon discours va plutôt être autour de réenchanter, en fin de compte, notre perception du vivant et le monde de l'abeille. J'avais une première réflexion à faire par rapport à ce que Bruno avait dit tout à l'heure, par rapport à l'utopie. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui nous disent que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une utopie. Je pense que la véritable utopie serait de croire que l'on peut continuer à martyriser le vivant d'une manière générale sans en payer les conséquences un jour. Donc je pense que la réflexion doit déjà se poser par rapport à ça. La deuxième chose que je voulais aborder en présentation, pour me présenter, c'est que l'abeille, moi je les appelle les demoiselles du soleil, elles m'ont entraîné à re-rencontrer le vivant différemment. Et en fin de compte, au travers l'abeille, j'arrive en tout cas dans ma perception à moi à me réenchanter et à réenchanter ma perception du vivant. Et je pense sincèrement que notre perception du vivant et notre façon de nous raconter le vivant va être importante par rapport à comment on va évoluer dans ce vivant. Nicolas, tout à l'heure, parlait justement de ces perceptions-là, et c'est ce qui me paraît le plus important. Donc l'association dont je fais partie s'appelle les Bituneurs du Bonheur. L'idée, c'est vraiment d'avoir du bonheur, c'est-à-dire que nos perceptions et notre rêve collectif est un rêve de bonheur. Les abeilles en font partie, comme le reste du vivant. Je vais attaquer plusieurs thèmes assez rapidement. Le premier thème, c'est quand on veut mettre des abeilles, on va être confronté à des imaginaires différents. Donc on verra qu'on a des ruches de différents types et que la première ruche que l'on voit, c'est de la ruche conventionnelle. Ça n'a absolument rien à voir avec l'habitat naturel des abeilles. Et on verra que ça a une implication forte sur la vie des abeilles et que c'est une connerie, pour parler clairement, si on parle de santé des abeilles. Et c'est le thème que je vais vous approfondir un peu plus. J'aborderai très succinctement la notion de sélection génétique, c'est-à-dire c'est pareil, aujourd'hui l'abeille à miel, on est arrivé encore une fois par nos imaginaires à travailler avec une abeille qui est sélectionnée génétiquement et qui pose de véritables problèmes. Donc il y a une véritable réflexion à avoir aussi sur quel type d'abeille on a quand on parle d'abeilles mellifères. On pourrait parler d'abeilles d'une manière générale, hein, c'est très large l'abeille, quoi. Moi je vais me centrer sur l'abeille mellifère, mais quel type d'abeille on utilise. Et vous verrez que même là-dessus, nos imaginaires et la façon dont on nous a décrit l'abeille nous a fourvoyés. Donc, quelle était vraiment l'abeille qui vivait chez nous? Et on parlerait également un tout petit peu de nos paysages, monoculture ou agroforesterie. C'est un sujet qui me paraît important. Il y a une forme de mélodie du vivant, une mélodie des paysages. J'entendais tout à l'heure, en début d'après-midi, différents viticulteurs qui parlaient des paysages qu'ils avaient créés en agroforesterie. Comment mesure-t-on, en fin de compte, l'impact de bonheur et quelle valeur a le bonheur que crée le fait de vivre dans un paysage fertile? Il y a un chant en fin de compte, il y a une musique qui est créée. Pour moi, il y a une mélodie du vivant. Et créer un paysage fertile change la vie à une notion où il n'y a pas de valeur. On parle toujours de services écosystémiques. Tout à l'heure, j'ai entendu, on parlait de la valorisation par rapport à l'habillement, par rapport à la médecine, par rapport à la nourriture. Mais il y a aussi une autre philosophie de la biodiversité. Et en introduction, moi, ce que je voulais juste dire, c'est qu'à fin de compte, vivre des expériences, entendre le chant des abeilles quand on ouvre une ruche en douceur, qu'on peut travailler à main nue parce que justement, on travaille au rythme des abeilles, c'est du bonheur, ça n'a pas de valeur. Et c'est ces imaginaires-là que je voudrais qu'on réinvente ensemble. J'ai un quart d'heure, ça va être dur de réinventer tout l'imaginaire en un quart d'heure. Quand on parle d'imaginaire, on a deux postures qui s'affirment par rapport à l'abeille. On a une première posture qui est la posture, l'abeille c'est devenu l'emblème de l'environnement. Il faut absolument sauver l'abeille à tout prix. Alors on a des abeilles jaunes et noires, les abeilles jaunes et noires juste entre nous. L'abeille de nos régions, c'est une abeille noire, c'est pas une abeille jaune et noire comme ça. L'abeille jaune et noire, c'est une abeille qui a été importée, d'abord l'abeille italienne, puis une abeille qui a été sélectionnée génétiquement, qui est en train de polluer l'espèce. Ça s'appelle l'abeille Buckfast. Donc déjà, en termes d'imaginaire, je pense qu'il faut remballer tout de suite ce truc-là, quoi. Faute. Deuxième chose, quand on regarde, on a des ruches carrées. Je sais pas, mais à l'état naturel, je pense que les habitats des abeilles, c'est pas des ruches carrées. Donc il y a un moment, installer des ruches carrées, on va voir, ça pose de vrais problèmes par rapport à l'abeille. Et la troisième chose qu'on voit, on voit un paysage monofloral qui est juste là. Et ce paysage monofloral, on dit il faut faire des jachères fleuries, il faut faire des choses comme ça.
Mais les abeilles, elles n'ont pas besoin de ça. Elles ont besoin d'une nourriture tout au long de l'année et de paysages en agroforesterie. Et l'idée de remettre des abeilles quelque part, c'est aussi de changer complètement les paysages. C'est-à-dire refaire, en fin de compte, déjà avec nos fleurs autochtones, retravailler nos haies. Le prunelier, qui est un des premiers à fleurir, va être une source de nectar. Elle va faire le démarrage de la saison chez nous. Et au fur et à mesure, toute la saison, on va avoir des plantes qui vont arriver. Si tant est qu'on veut bien les laisser. Hier, j'avais comme idée de nettoyer mon terrain, de tondre un petit peu. Et j'ai voulu commencer à tondre. Et j'arrive, merde, mince, il y avait de la kilée millefeuille. J'ai dit, je ne peux pas tondre. Juste à côté, je me retrouve avec du millepertuis. Mince, je ne peux pas passer. Et au fur et à mesure, oh, il y avait de la mauve encore un peu plus loin. Bah, tu étais là quand j'en ai parlé, puisque tu étais à la maison il n'y a pas longtemps. Et en fin de compte, j'ai fini par me retrouver avec une grosse paire de ciseaux et de tailler. Et finalement, l'entretien que l'on doit avoir des lieux, c'est entretenir des cheminements. C'est-à-dire, c'est là où je dois passer. C'est pas passer la tondeuse comme un grand malade partout. Donc, à un moment, c'est réfléchir notre utilisation des espaces. Et en réfléchissant l'utilisation des espaces, on va laisser pousser. Et en laissant pousser, on va redonner de la place à la nature et aux vivants. Je pense que c'est plutôt important. La deuxième vision qu'on a de l'abeille, c'est les entomologues qui sont juste en face. Les entomologues, ils sont en train de nous dire une chose, vous nous faites chier avec l'abeille mellifère parce que vous faites une concurrence déloyale par rapport à l'ensemble des autres pollinisateurs. Eh bien, ils ont raison, dans une certaine mesure, ils ont raison. C'est-à-dire qu'avoir des ruchers de 50, 100 ruches qu'on pose à un endroit, 40 000 abeilles fois 50 ruches, vous voyez le bordel que ça fout. C'est pas possible. Donc, à un moment, c'est de mettre aussi de la mesure dans la conception des ruchers. Je travaille un petit peu avec le conservatoire de l'abeille noire qui est sur les Landes et avec Maëva, on fait le constat qu'un rucher au-delà de 10 ruches pose des problèmes. Le plus grand chercheur international sur l'abeille qui s'appelle Thomas Tilley a fait des études sur l'implantation des abeilles à l'état sauvage. On se retrouve grosso modo sur 1 ou 2 essaims au kilomètre carré. Nous, on fait des ruchers complètement déments. Donc, il y a un moment, mettez de la mesure. Réimplanter des ruches, c'est une bonne chose pour la biodiversité, dans certaines conditions. On dit que c'est une forme d'élevage. J'ai mis ces deux photos volontairement pour provoquer. C'est-à-dire que oui, c'est une forme d'élevage que de faire de l'apiculture. Mais on peut élever de différentes façons des abeilles. On peut le faire comme les poules, en batterie. On cale toutes les abeilles, on cale des ruches en série à un endroit. On travaille qu'avec de l'abeille sélectionnée, comme avec de la poule sélectionnée qui ne soit que pondeuse, tant qu'à faire. Ou alors on travaille avec des abeilles naturelles et des ruches de biodiversité en petite quantité pour justement permettre la pollinisation et aux vivants de se développer normalement. Parler de l'abeille, alors je fais juste une incartade pour redonner une citation que j'avais entendue de Hugues Mouret de Anthropologia. Il avait dit « Parler de l'abeille mellifère pour parler des abeilles, ça revient au même que d'aller voir un gars de la LPO et de lui parler de poules. » C'est la même chose. Donc si vous faites des gros ruchers en format semi-intensif ou intensif, ce qui est malheureusement montré dans les ruchers écoles aujourd'hui, eh ben, en fin de compte, on est en train de poser des problèmes aux pollinisateurs d'une manière générale. On va voir que l'imaginaire joyeux que peut nous produire les abeilles est relié également à des études scientifiques et à des choses qui nous montrent que la santé de l'abeille passe également par le fait de lui donner un habitat adapté. L'introduction sur la généalogie et le mode de reproduction, je vous donnerai quelques dates où je suis présent ailleurs à un autre moment, on pourra en reparler, et les paysages fertiles également, parce que bon, voilà, dans 1,5 litre, du moins dans 1 litre, j'ai jamais réussi à mettre 1,5 litre, donc on va rester assez succinct. Un essaim, pour ceux qui connaissent, ça a une forme ronde. Donc mettre un rond dans un carré, c'est toujours assez compliqué et ça marche pas bien. Donc si on regarde les habitats traditionnels pour les abeilles, eh ben, on avait des ruches en paille qui étaient rondes, on avait des ruches troncs qui étaient rondes. Alors il y a des modèles qui ont pu évoluer. Alors en bas, on a une ruche qui a été créée par un artiste allemand qui s'appelle Günther Menke, qui est un artiste proche du mouvement de l'agriculture en biodynamie, où on est sur une ruche qui a la forme de l'essaim d'abeille. Là, on est sur une autre ruche en bas qui est une tour à abeilles, qui est une ruche, en fin de compte, qui est la transformation d'une ruche conventionnelle en ruche ronde pour être adaptée à la forme de l'essaim. L'idée, c'est vraiment de remettre les abeilles dans des ruches qui sont à leur format. On a une ruche octogonale à côté, et voilà. Donc, ce qui se passe dans une ruche tronc, ça c'est une photo de la maison, c'est ce que vous voyez, là c'est les abeilles qui vont construire des brèches de cire.
pas de façon linéaire, hein. Elles vont construire à chaque fois avec une onde de forme différente qui va aller avec la personnalité de l'essaim et qui va être fait également pour avoir un niveau de ventilation à l'intérieur qui soit bien approprié à la ruche. Donc ces constructions qui sont sur mesure, elles sont sur mesure puisqu'elles sont adaptées à l'habitat, elles vont être également accrochées à l'ensemble des parois, chose qui est différente par rapport à une ruche à cadre. Quand vous avez une ruche à cadre, vous avez tout en périphérie, vous avez tous vu des ruches à cadre, hein, où on lève des cadres, des trucs comme ça. En périphérie, en fin de compte, vous avez un jour de 7 mm, qui est tout simplement fait pour que les abeilles ne puissent pas construire et pour que nous, on puisse lever. La seule problématique de cette ruche, c'est qu'en fin de compte, vous créez un circuit d'air en périphérie qui donne des problèmes à l'abeille pour pouvoir maintenir la température et l'hydrométrie constante à l'intérieur de la ruche. Donc, on peut s'interroger, est-ce que c'est le bon habitat pour les abeilles si on veut les mettre dans de bonnes conditions? Donc voilà, mon rond dans mon carré, bah oui, ça fait ça. Donc vous voyez, tous les vides d'air, c'est tout ce qui est en bleu. Donc vous imaginez un peu le bazar que ça peut faire, hein. Deuxième problématique, quand on a un carré dans un rond, c'est que les parasites ou les prédateurs de la ruche, comme la fausse teigne ou comme le petit coléoptère qui est en train de remonter d'Afrique, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il se cale dans les coins et il profite de l'endroit où il y a le vide pour pouvoir après s'étendre à l'intérieur de la ruche. Donc le fait d'avoir un rond dans un rond qui est complètement occupé par les abeilles, ça leur donne un avantage par rapport au fait de garder la ruche également. Là, c'est les conclusions. Alors ça, c'est un scientifique, Jacques Van Alphen, c'est un scientifique néerlandais qui a édité un livre l'année dernière et qui démontre qu'une ruche ronde, dans une ruche tronc, les besoins en énergie d'une abeille des abeilles va être de 4 à 7 fois inférieur à dans une ruche carrée pour maintenir en termes de température. Donc ça veut dire qu'en termes de besoins également de ressources en miel, on n'a pas les mêmes besoins en ressources en miel, quoi. En termes de matériaux, eh ben, le bois, la paille sont les matériaux qui sont traditionnellement utilisés dans nos pays. Ce n'est pas les ruches en plastique qu'il y avait chez nous, puisqu'aujourd'hui la ruche d'Adam, qui est la ruche conventionnelle, on commence à la faire en plastique. Non, c'est le bois et la paille. Dans les régions qui étaient fortement boisées, on prenait des troncs et on évidait les troncs et on plaçait les abeilles dedans. Et dans les régions de grande culture, c'était la paille qui était le matériau disponible qui était utilisé. Ces deux matériaux, ils sont isolants et perspirants. C'est-à-dire que ça permet justement de gérer les problèmes d'humidité à l'intérieur et de gérer également l'isolation à l'intérieur. Donc plutôt intéressant par rapport à ça. Quand on est dans des pays un peu plus chauds, on utilise l'argile et la terre cuite. Chez nous, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'avoir des ruches en terre cuite chez nous avec le gel, ça ne marche pas bien, ce n'est pas l'idéal, à moins de les couvrir de paille derrière, ce qui me paraît très évident. Petit volume de ruche, dont je parlais de Thomas Seeley tout à l'heure. Donc Thomas Seeley, c'est un chercheur américain qui a fait 2 inventaires sur l'abeille mellifère. La taille moyenne des habitats dans lesquels vont les abeilles à l'état naturel, c'est entre 20 et 40 litres. Donc ce sont des petits habitats quand on compare à nos ruches d'Adam. Notre ruche d'Adam, on a un corps de 54 litres, une hausse de 27 litres. Ça veut dire que pour un apiculteur qui met une seule hausse dessus, on est déjà à 71 litres. L'histoire, c'est toujours est-ce que l'on veut produire beaucoup de miel ou est-ce qu'on veut mettre les abeilles dans de bonnes conditions. Donc si je veux mettre les abeilles dans de bonnes conditions, j'ai intérêt à avoir des petites ruches plutôt que des grosses ruches et qu'elles essaiment assez souvent. La propolis. Quand on a des ruches en plastique, ou du moins les conditions sanitaires de nettoyage des ruches aujourd'hui sur des ruches conventionnelles, la ruche en plastique, c'est de l'eau de Javel. Donc on nettoie à l'eau de Javel, c'est super bien, c'est les conditions sanitaires. Et les conditions sanitaires sur de la ruche en bois, c'est de brûler les ruches. On retire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elles font les abeilles à l'état naturel? Eh bien, elles vont propoliser l'ensemble de la ruche, du haut en bas. Et comme la propolis, elle est antibactérienne, antifongique, antivirale, anti-inflammatoire, antioxydante, immunomodulaire, l'avantage, c'est qu'elles vont aseptiser leur habitat et ça va être leur première façon de se soigner par elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire que ce que je suis en train de dire là, c'est que l'apiculture conventionnelle a créé des habitats qui sont complètement inadaptés à l'abeille et derrière, on passe son temps à traiter les abeilles derrière. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter, mais je dis que peut-être que le démarrage, c'est de se dire, créons un habitat adapté. Donc, changeons notre modèle. Et je le disais par rapport à... Aujourd'hui, je sais qu'il y a une volonté dans la vigne de réintroduire des ruches et des essaims.
C'est génial, mais faites attention à ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous réintroduisez des ruches avec de l'abeille Buckfast, qui est une abeille hybride F1, il faut appeler un chat, hein. C'est une abeille hybride F1 qui a été sélectionnée sur des critères qui sont la douceur, la tenue au cadre, et le troisième critère, c'est évidemment la production de miel. Si vous les mettez dans un habitat inadapté, en grande quantité, sur les exploitations, vous n'allez pas du tout aider la biodiversité. Vous allez gagner 2 points sur HVE, mais à part ça, l'objectif final, je pense qu'on est à côté de la plaque, quoi. Alors, une autre petite chose, à l'intérieur des ruches, quand on met des ruches à cadre, on met de la cire gaufrée. Depuis M. Dadan, qui a inventé la ruche d'Adam, la ruche carrée, comme on connaît. La cire gaufrée, pourquoi est-ce qu'on met de la cire gaufrée? La production de miel est passée d'une production de miel de 6 kg en moyenne par ruche à 18 kg par ruche. Donc la vraie raison pour laquelle on met de la cire gaufrée, c'est pas pour les abeilles, c'est pour avoir plus de miel. Pour produire 1 kg de cire, les abeilles vont bouffer 10 kg de miel. Donc automatiquement, on a intérêt à mettre des cires déjà à l'avance à l'intérieur. Donc ça va être la première raison. Donc l'intérêt, c'est vraiment de laisser construire les abeilles. L'avantage de laisser construire les abeilles, c'est que les cires que vous trouvez dans le commerce, aujourd'hui les études de l'ITSAP, qui est l'Institut technique scientifique des abeilles et des pollinisateurs, montrent que 90% des cires sont polluées. Donc à un moment, laissez construire les abeilles, elles ont une glande cirière, elles vont bosser par elles-mêmes. Remettez les abeilles dans leur contexte naturel. Introduisez des abeilles en petite quantité, mais remettez-les dans leur contexte naturel. Alors moi, je voulais terminer quand même sur quelque chose qui était important. Nicolas parlait des imaginaires. Les imaginaires sont importants et je suis complètement d'accord avec. Mais je pense qu'on a aussi une réflexion philosophique à avoir. L'éthique agricole environnementale, qui est relativement récente, a posé 4 postures de l'homme différentes. Il y a une première posture qui est l'homme dominateur. Ben ça, c'est la société du PIB à outrance, hein. On est arrivé ici, tout est à notre disposition, on se sert, il faut produire au maximum. On est là pour un intérêt particulier au maximum. Ça, c'est la première posture. C'est comme ça. Il y a une deuxième posture qui commence à arriver aujourd'hui quand on parle de développement durable. On est devenu intendant. On est en train de se rendre compte que si on tape trop dans certaines ressources, ça finira par mal aller. Donc on est quand même l'espèce supérieure, hein, il ne faut pas se tromper, hein. Mais par contre, il faut qu'on gère le stock. Donc c'est la deuxième posture aujourd'hui qu'on est en train de regarder. Il y a une troisième posture où on est toujours à l'extérieur de la nature, qui est la posture de coopérant. On coopère avec l'ensemble des espèces qui sont autour de nous. On les prend en compte, on essaie de réfléchir à l'impact de nos actions sur les espèces, et notre réflexion, elle va jusque-là. Alors moi, je ne suis pas dans une posture plus que l'autre, parce que quand je prends ma voiture, je suis clairement dominateur, hein, il n'y a pas de souci, quoi, je m'en rends compte, mais j'essaie d'y réfléchir. Et il y a une quatrième posture qui est un peu empreinte des sociétés animistes, qui est une posture de participant, c'est-à-dire que l'on participe d'un environnement global. Nous sommes une cellule d'un super-organisme qui est le super-organisme de la planète, et on participe à tout ça. Quelle est notre place dans tout ça ? Comment est-ce que l'on réaménage les espaces? Comment est-ce qu'on profite justement de la fertilité et de cette mélodie du vivant? Comment est-ce que l'on joue dans cet orchestre de la mélodie du vivant? C'est là toute la question qu'on peut se poser. J'ai fait le plus court que je pouvais, un peu speed, je suis désolé.